Bonjour, Monsieur le Président, mon cher Yves Nicolas, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. L'Académie est ravie de te recevoir aujourd'hui, quelques semaines après ton élection à la tête de la Compagnie nationale. Et tu as bien voulu accepter quelques instants d'interview pour l'Académie. Ma première question, un peu générale, ouverte bien entendu, c'est quelle est ta vision de la profession aujourd'hui? Tu es élu depuis un certain temps déjà à la Compagnie de Paris, à la Compagnie de Versailles dont tu étais président, à la Compagnie nationale. Donc tu es déjà un ancien élu. Quelle est la vision que tu as de la profession aujourd'hui et quels sont les axes essentiels de ta mandature? D'abord, William, je suis très heureux de participer à ces entretiens de l'Académie. Pour moi, c'était une chose importante et je suis très content de répondre à tes questions. Alors, les axes de ma mandature, en effet, sont trois. Le premier, qui paraît assez normal, c'est le service aux confrères. Le deuxième, c'est le développement, puisque une profession doit croître et se développer pour exister et pour être, et c'est la troisième axe, attractive. Et je crois que là, c'est le troisième point qui me paraît important, c'est l'attractivité de cette profession, puisqu'elle a besoin évidemment d'avoir un avenir. Alors, sur ces trois points, de nombreuses actions sont en cours. La première, je dirais, si je commence par l'attractivité, c'est le fait que nous avons obtenu enfin, et ça c'est le résultat du travail notamment de mon prédécesseur, un nouvel examen, le certificat d'aptitude au métier de commissaire aux comptes rénové, qui permet d'avoir une passerelle avec le diplôme d'expertise comptable. Bien entendu, la voie royale est toujours le diplôme d'expertise comptable. Il était important que notre métier, pour qu'il soit attractif, puisse permettre à ce que des étudiants nouveaux, je dirais, des profils nouveaux puissent rejoindre le métier de commissaire aux comptes, et c'est ce que permet ce certificat d'aptitude. Attractivité veut dire aussi que nous sommes plus connus dans un univers plus large que le monde économique ou celui des magistrats qui nous connaît bien, et pour cela donc nécessité de communiquer ce que c'est qu'un commissaire aux comptes, ce que c'est qu'un auditeur légal, et pour ça nous préparons une campagne de communication auprès des lycéens, des étudiants, mais aussi des collaborateurs des cabinets qui malheureusement quelquefois quittent la profession pour aller dans les entreprises et qui ont une mauvaise connaissance de l'attractivité et de la croissance potentielle qu'a notre profession. Alors, les deux points sont liés, je l'ai déjà dit, attractivité, croissance, développement. La croissance et le développement, elle se fait déjà aujourd'hui, mais elle doit s'amplifier à deux niveaux. D'abord par de nouveaux mandats, et là je crois qu'on a vraiment une opportunité importante vis-à-vis des pouvoirs publics qui aujourd'hui ont bien compris qu'un certain nombre d'entités publiques doivent être auditées par des commissaires aux comptes. Comme vous le savez, les universités, les syndicats sont maintenant audités par des commissaires aux comptes, demain les hôpitaux, et nous avons un dialogue très riche avec la Cour des comptes pour aboutir à ce qu'un jour les collectivités territoriales puissent être en partie ou totalement auditées par des commissaires aux comptes. Donc en termes de périmètre, une croissance, en termes aussi de mission, puisque nous avons un dialogue fourni aussi avec notre haute autorité, le H3C, pour avoir de nouvelles diligences directement liées, missions nouvelles d'attestation, et j'en donnerai pour la preuve, c'est que nous avons des besoins, des demandes sur les délais de paiement, sur le rôle du commissaire aux comptes dans des entreprises qui sont en difficulté, ou bien tout dernièrement, par exemple avec le CICE, sur lequel nous attestons comme tiers de confiance avec évidemment les experts comptables. Donc, développement, il est bien réel. Et troisièmement, service aux confrères, ça va de soi. Maintenir la qualité et la formation des commissaires aux comptes pour qu'ils donnent une prestation de qualité. Et dans ce cadre-là, évidemment, de nouveaux moyens de formation, notamment avec des e-learning, mais aussi de nouveaux actes de formation, par exemple dans des secteurs d'activité, parce qu'un bon commissaire aux comptes, évidemment, doit bien connaître son secteur d'activité, le secteur d'activité de l'entreprise qu'il audite. Et là, il y a besoin d'avoir une mutualisation des compétences de ceux qui ont beaucoup de mandats dans un secteur d'activité pour permettre à ceux qui en ont moins d'avoir la connaissance de ce secteur. Et enfin, je dirais aussi d'autres formations nécessaires, notamment par exemple en termes de communication. Un bon commissaire aux comptes doit être aussi un commissaire aux comptes communicant au sein de l'entreprise, au niveau du chef d'entreprise, pour lui donner de la valeur ajoutée absolument nécessaire. Et bien sûr, c'est très valorisant pour notre profession.
Mais alors, est-ce que si le commissaire au compte, je dis ça de façon un petit peu facile et triviale, attester ou affirmer tout ce qui bouge, est-ce qu'il n'y a pas une limite à ça entre attester d'un existant qui est dans les comptes, le CICE, etc., des choses relativement objectives, et par rapport à des attestations qui pourraient aller sur les relations entre les entreprises, leurs fournisseurs, enfin je pense au délai de paiement. Comment tu sens la limite de cette problématique compliquée? C'est vrai qu'il y a des limites, hein, ça c'est très clair. Bon, il y a une limite qu'on sait bien dans nos missions de commissaire aux comptes. Il y a une limite, qui est d'ailleurs prévue par notre code déontologie, donc je rappelle qu'il est le plus rigoureux qui existe au monde, dans le fait qu'on ne peut pas faire de mission qui tomberait dans le conseil, dans l'autorévision, et ça je crois que c'est clair. Donc les missions dont je parle, c'est évidemment des missions en fait d'attestation, de validation, qui permettent de donner la confiance dans les données qui sont communiquées à l'extérieur. Donc dans ce cadre-là, en effet, sur le cas particulier des délais de paiement, aujourd'hui nous avons une mission qui ne sert vraiment pas à grand-chose, puisque c'est une information qui est donnée dans le rapport de gestion, et le commissaire aux comptes doit intervenir si l'information n'est pas donnée ou si l'information est erronée. Mais les délais de paiement peuvent être dépassés, et dans ce cas-là, il ne dit rien. Donc aujourd'hui, évidemment, il y a une réflexion de dire rendons cette mission plus utile, et notamment que le commissaire aux comptes puisse faire une attestation, alors déjà qui pourrait être plus périodique, pas seulement le 31 décembre, une fois par an, de façon plus périodique, et puis donc valider donc les délais de paiement, permettant en effet au chef d'entreprise d'utiliser cette information pour le communiquer éventuellement à ses fournisseurs, voire à ses clients qui payent mal, parce que ça c'est notre sujet aujourd'hui, l'information que nous donnons c'est les délais de paiement aux fournisseurs, mais nous ne donnons pas d'informations sur les délais de règlement des clients. Et on sait très bien que les deux sont liés. Bien sûr. Donc on voit bien que les discussions aujourd'hui sont très intéressantes, mais la limite en effet est que nous voulons travailler dans l'intérêt des entreprises, et que notre volonté, c'est d'aider ces entreprises, notamment celles qui peuvent avoir des difficultés économiques, à pouvoir assurer que des données chiffrées attestées, et donc incontestables, existent et lui permettent évidemment après d'aller voir son client, son fournisseur, les pouvoirs publics, qu'il voudra pour expliquer qu'il a un problème et qu'il faut le résoudre. Bien, merci pour ces deux premières réponses qui nous situent dans le champ, si je puis dire, hexagonal. Sortons un peu des frontières, puisque la France fait partie de l'Europe, chacun le sait. Nul n'ignore que depuis quelques petites années, il y a un livre vert en discussion, il y a des débats, des réformes récurrentes d'ailleurs, hein, tous les 5-7 ans, il y a des réformes de la profession d'audit. Mais enfin, récemment, le 25 avril, tu sais bien que la réforme de l'audit et le compromis, le fameux compromis, a été voté. Peut-être tu peux en redonner très rapidement les éléments essentiels, hein, c'est une problématique complexe, mais enfin, si tu pouvais en donner une petite synthèse, et puis dire la position de la Compagnie nationale sur ce sujet. Tu as raison que c'est un sujet complexe et si on pourrait déjà en écrire un roman, puisque ça fait 3 ans que cette réforme européenne essaye de se mettre en œuvre et ce n'est pas terminé. Et donc on aura sûrement l'occasion dans notre entretien peut-être d'en reparler. Avec plaisir. Aujourd'hui en effet on a 3 textes qui existent. Le premier évidemment c'est celui de la Commission qui a été approuvé par la Commission européenne après consultation, qui ne nous convient pas évidemment sur ce nombre de sujets et je vais y revenir là-dessus. Le deuxième, qui est très important, parce que c'est un compromis qui est né de la volonté de M. Laineux, le président de la commission juridique du Parlement, et qui a été voté par cette commission juridique, et qui, globalement, nous convient beaucoup mieux. Ouais. Et d'ailleurs, la profession française s'est unanimement, et je dis unanimement, grand, petit cabinet, et quelle que soit l'origine syndicale, mis d'accord, elle a même établi un document unanime sur lequel on voulait défendre ce compromis laineux. Et donc je crois qu'on a bien mouillé notre chemise sur ce compromis laineux, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une discussion au niveau des pouvoirs publics français et à la fin des fins, une acceptation de soutien de ce compromis laineux qui a donc été voté par la commission juridique du Parlement. Donc je vais revenir dessus parce que, évidemment, vous avez bien compris que c'est le texte que nous privilégions et sur lequel nous voudrions, si possible, aboutir. Et puis nous avons un troisième texte qui vient d'apparaître, qui est là venant de l'Irlande, qui préside la Commission européenne
qui préside le Conseil des ministres aujourd'hui, puisque vous savez qu'au niveau européen, il y a un trilogue entre la Commission européenne, le Parlement et les États, qui ne nous convient pas beaucoup parce qu'il reprend un certain nombre de données qui ne nous conviennent pas. Bon. Aujourd'hui, c'est le sujet majeur, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de points et on pourrait passer beaucoup de temps. Premier sujet majeur et qui est emblématique, c'est la rotation obligatoire des cabinets à partir d'une certaine période. Donc, pour être précis, excuse-moi, oui. La plupart des confrères ont bien compris, mais pour préciser, on avait la rotation des signataires à l'intérieur du même cabinet, c'est-à-dire que le cabinet en société, par exemple, conservait le mandat, mais le signataire à l'intérieur du cabinet devait rotater, en tout cas tourner, tous les 7 ans. Alors que là, il s'agirait de la rotation du cabinet lui-même dans son entier. Absolument. Donc, vous voyez que c'est quand même assez différent. Donc, en effet, tu fais bien de rappeler ça, parce qu'on a une pratique... alors, déjà, pour vous dire que, peut-être si on veut résumer rapidement la situation, il y a 2 textes européens qui sont en jeu. Il y a un règlement. Donc, le règlement, c'est une disposition européenne qui s'applique immédiatement aux États. Et puis, il y a une modification de la directive audit qui, elle, fait l'objet d'une transposition. Donc, au niveau de la modification de la directive audit, les changements proposés, globalement, si je vais vite, nous conviennent, et notamment ils mettent en exergue l'importance d'avoir un audit sur des petites entités adaptées, ce qui était quelque chose de très important pour notre profession, puisque vous savez qu'en France, nous éditons des petites entités en audit légal, ce qui n'est pas vraiment le cas dans d'autres pays européens. Bon. Par contre, sur le texte principal, donc, dont je viens de parler, qui ne s'appliquerait qu'aux entités d'intérêt public, il est prévu, en effet, et c'était la proposition de la Commission européenne, une rotation obligatoire des cabinets tous les 6 ans. Tu insistes à juste titre, ça concerne les entités d'intérêt public, pas les autres. Absolument. Donc ça limite la portée, mais vous savez que les entités d'intérêt public, grosso modo, ce sont les sociétés cotées, l'ensemble des institutions financières, banques et assurances, si je vais un petit peu vite. Tout à fait. Sachant qu'en France, on a voulu rajouter les associations faisant appel à la gestion des publics, mais qui ne sont pas prévues au niveau européen. Donc pour ces entités-là, le commissaire aux comptes, si on suit le document de la Commission, donc le commissaire aux comptes, personne morale ou personne physique, serait obligé de sortir au bout de 6 ans. 6 ans, c'est très court. On a expliqué en long, large, en travers les effets négatifs de cette disposition. Grosso modo, un effet sur la qualité. Si vous savez que vous allez partir au bout de 6 ans, vous réfléchissez avant d'investir lourdement sur le dossier. Ah ouais. Et on sait que certains dossiers sont tellement complexes qu'il faut quand même plusieurs années pour bien les comprendre. C'est clair. Donc on voit très bien qu'il y a un effet sur la qualité assez évident. Le deuxième effet, qui est encore plus évident, c'est un effet concentrateur. Puisque non seulement au bout de 6 ans, on sort du dossier, mais il y a un appel d'offres et on choisit le cabinet, j'espère le mieux 10 ans, mais quelquefois c'est le moins 10 ans. De moins 10 ans, oui. On peut penser que dans ce cas-là, les cabinets les plus importants, qui ont plus de références, plus d'expérience en termes d'appel d'offres, gagneront ces mandats. Donc ça veut dire qu'au niveau des sociétés cotées, on peut craindre que les confrères qui ont quelques mandats aujourd'hui les perdent automatiquement au bout de leur... et n'en retrouvent pas d'autres. Un peu une évolution à l'italienne, puisqu'en Italie, je crois savoir que pratiquement 100% des sociétés cotées sont dans les mains des 4 grands réseaux. Absolument, tu as parfaitement raison. C'est une situation qui évidemment ne peut convenir à la compagnie nationale. Donc nous avons expliqué tout cela, ça a été compris, notamment, je pense, en partie par la Commission, mais surtout beaucoup par les parlementaires. Ouais. Donc j'en reviens justement à ce compromis proposé par M. Laineux à la Commission juridique du Parlement, qui lui, en termes de compromis, propose qu'on accepte le principe de la rotation, mais qu'on prévoit 3 alternatives, et si on est dans une de ces alternatives, il n'y a pas rotation. Dans ces 3 alternatives, il y en a une évidemment que nous privilégions beaucoup, qui est le joint audit, en français le co-commissariat aux comptes, qui est, comme vous le savez, une règle française qui a montré ses mérites, notamment en termes d'indépendance, et qui, après beaucoup de discussions et de recommandations qui ont été faites, marche bien. Donc, nous étions très contents que si on était en co-commissariat aux comptes, il n'y avait plus de rotation. Deuxième acceptation, qui fait peut-être plus plaisir au monde anglo-saxon, des appels d'offres, et des appels d'offres qui seraient périodiques, permettant de remettre les pendules à l'heure, je dirais, en termes de propositions, mais sur lesquels on pourrait reproposer les commissaires aux comptes sortants.
Et troisième proposition qui plaît plutôt au monde germanique, on va dire, parce que quand on est dans un compromis, il faut que tout le monde y trouve un intérêt. Bien sûr. Qui serait ce qu'on appelle en anglais l'assessment du comité d'audit, c'est-à-dire le comité d'audit fait une évaluation des travaux du commissaire aux comptes, ou des commissaires aux comptes s'il y en a deux, et propose leur renouvellement après avoir expliqué pourquoi. Donc ce compromis nous semblait bien puisque nous avions ces possibilités. Alors, le point un petit peu négatif de ce compromis, qui n'était pas le compromis au départ, c'est que pour obtenir un vote majoritaire à la commission juridique, nous comprenons que M. Laineux a dû obtenir ce qu'on appelle un backstop, c'est-à-dire faire que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le renouvellement, je dirais, sans rotation, s'arrête au bout de 25 ans. C'est quand même un quart de siècle, ça peut être... On aurait préféré que ça ne soit jamais, mais c'est quand même... Ce qui veut tout dire et veut rien dire, parce qu'au fond, franchement, 25 ans, si le défaut c'était une certaine proximité, une certaine familiarité, oui, bien sûr, donc une indulgence, on ne parle pas de choses plus scabreuses, mais juste le contact humain, et donc il faut la rotation. 25 ans, ça ne veut plus rien dire dans un sens comme dans l'autre, mais pourquoi pas. C'est pour ça que ce compromis, et bien sûr, dans un compromis, on trouve rien n'est parfait, hein, ouais. mais était pour nous acceptable. Donc sur ce sujet même, donc là la surprise, ça a été la proposition irlandaise, qui a, je vous rassure, pour le moment, n'a pas du tout été acceptée. Donc c'est un texte qui aujourd'hui existe, mais qui n'est pas suivi, mais qui va être rediscuté au niveau des pays. Lui proposait une partie du compromis Laineux, avec donc une proposition de 7 ans pour un premier mandat de 7 ans, une prime ridicule d'1 an en cas de co-commissariat, donc 1 an c'est vraiment ridicule, et un renouvellement possible de 7 ans plus 1 an sous 2 alternatives, et puis 3 qui sont les appels d'offres et donc l'évaluation du comité d'audit. Mais plus du tout le joint audit. Donc vous pensez bien que cette proposition irlandaise ne nous vaut pas du tout, et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a passé son temps de persuader, évidemment, notre environnement que c'était vraiment une très mauvaise proposition. Je vous rassure tout de suite, nous avons été immédiatement totalement soutenus par les pouvoirs publics français, qui soutiennent évidemment, vous en doutez, notamment le joint audit. Bon, donc aujourd'hui, on est dans une situation où tous ces sujets, parce qu'il y a bien sûr d'autres sujets, notamment liés aux missions non audit, notamment les diligences directement liées, où il y a aussi des discussions sur ce sujet-là, sachant que vous savez que dans certains pays européens, en dehors de la France, il y a des possibilités de faire des missions qui sont quand même assez proches du Conseil. Donc une extension de ces missions assez large. Et évidemment, ce n'est pas l'orientation française. Il y a une discussion qui est assez vive. Donc aujourd'hui, ces discussions vont être reprises par la présidence lituanienne à partir du 1er juillet. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, le 17 juin, j'ai rendez-vous justement avec les représentants lituaniens pour recommencer le dialogue et leur expliquer évidemment les spécificités françaises à laquelle on tient, dont évidemment le joint audit. Très bien. On va passer maintenant, si tu veux bien, à des problèmes plus techniques, après avoir envisagé les problèmes, je dirais, de gouvernance de la profession au regard du champ hexagonal et du champ européen. Il y a un débat qui ne t'aura pas échappé, assez vif. Ça a été récurrent, mais là, on est de nouveau sur un rebond autour de la normalisation comptable internationale. Comment ressens-tu ce débat qui fait intervenir des acteurs institutionnels, privés, mais représentant par exemple des cabinets prestigieux ou des personnalités qualifiées? Enfin voilà, quel regard portes-tu sur ce débat? D'abord, pour moi, c'est un débat assez prioritaire. Parce que la matière comptable, c'est quand même la manière qui nous unit, commissaire aux comptes, expert comptable, et l'Académie, bien le réceptacle de ce sujet. Donc, évidemment, c'est extrêmement important. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'en effet, nous sommes dans une situation, il y a des faits d'abord indéniables, il y a eu une crise financière qui a mis en exergue certains principes comptables IFRS, et notamment la juste valeur, et donc évidemment des critiques. Deuxième chose, par rapport à ce qui était espéré, on voit que les États-Unis d'Amérique n'ont pas rejoint les IFRS. Donc et même l'espoir est presque disparu, puisqu'on a quasiment acté le fait qu'à moyen terme, il n'y aura pas de rapprochement, de convergence, comme on dit, entre IFRS et US GAAP. Et pourtant, l'IASB a fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher des normes américaines pour obtenir cette acceptation. Et notamment certaines normes contestées sont quand même un peu d'origine américaine. Donc ça, c'est un fait indéniable. Troisième fait, il y a un autre fait qu'il ne faut pas oublier,
notamment l'Europe, puisqu'il ne faut pas oublier que le continent qui suit les normes IFRS, c'est plutôt quand même l'Europe. Et donc l'Europe est assez... la voix de l'Europe donc, doit être forte. Et dans ce cadre-là, ça fait quand même 8 ans que les IFRS sont mis en place en Europe. Et donc il est normal qu'on fasse une sorte de bilan, savoir qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va moins bien. Donc il est normal qu'on ait cette discussion suite à ces 3 faits. Or, évidemment, on entend beaucoup de critiques. Alors, pour faire un panier des critiques, on dit que ce sont des normes trop complexes, ce sont des normes qui sont trop volumineuses, c'est des normes qui sont pas du tout intuitives, même certaines fois on peut penser qu'elles sont contre-intuitives, c'est quand même un comble, donc incompréhensible notamment pour le chef d'entreprise par exemple, qui doit expliquer ses comptes et qui ne les comprend pas. On dit aussi qu'elles sont faites plutôt pour des financiers ou pour des investisseurs et pas forcément pour des actionnaires et encore moins pour un chef d'entreprise. Donc, on dit aussi qu'elles ne sont pas vraiment adaptables aux PME, même s'il y a des IFRS PME. Donc beaucoup de critiques qui ont fait jour et qui sont, je dirais, dans beaucoup de cas, justifiées. Je ne suis pas en train de dire que c'est... Donc je pense que c'est important aujourd'hui, en effet, qu'on fasse ce bilan de cette situation des IFRS. Et moi, ma perception personnelle, c'est que tout ça ne doit pas occulter le fait qu'il est important d'avoir des normes internationales. Puisqu'aujourd'hui, on a des groupes, notamment on le voit bien en France, internationaux, qui ont besoin d'avoir des normes comprises dans le monde entier. Donc le fait d'avoir des normes internationales IFRS, à mon avis, est une obligation et il est très important de les avoir et de ne pas donc jeter le bébé ou l'eau du bain, si je puis dire, le bébé avec l'eau du bain. Je pense que ça, c'est important. Après, il ne faut pas oublier, en effet, que c'est l'Europe qui est le moteur de mise en place de ces IFRS et que donc il faut que l'Europe prenne plus en main, je dirais, l'avenir de ces IFRS. Et je remarque d'ailleurs que Michel Barnier l'a bien compris, puisqu'il a nommé Philippe Mestat, qui doit lui établir un rapport, et que je dois voir très très bientôt d'ailleurs. Il vient en France pour voir un certain nombre d'acteurs, dont le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Évidemment, nous allions donner notre point de vue. Donc je pense que ça aussi c'est bien, cette prise de conscience européenne. Troisième point qui me semble important, c'est qu'en France aussi, nous sommes un pays à culture comptable ancienne, et il faut que la France ait une voix, et quand je dis la France, c'est d'abord la profession. Et quand je dis la profession, évidemment, ce sont les institutions professionnelles, compagnies et conseils supérieurs de l'ordre. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on a fait un chemin ensemble qui est tout à fait positif et qu'il faut poursuivre. C'est-à-dire qu'on a mis ensemble nos moyens sur les normes comptables, et d'ailleurs William est un des coprésidents avec Jean-Charles Boucher, pour travailler ensemble. Et ce travailler veut dire aussi prendre des positions et avoir une voix de la profession comptable sur les évolutions comptables, notamment les évolutions IFRS. Donc, je crois que, en résumé, je crois qu'il faut continuer à travailler sur ces normes IFRS, être sûrement beaucoup plus pragmatique, penser aux utilisateurs et en premier ordre le chef d'entreprise, et dans ce cadre-là, s'appuyer sur l'Europe et sur la France avec la voix de la profession. Oui, alors pour l'information des auditeurs, des téléspectateurs de l'Académie, tu as fait allusion à la commission des normes comptables, gentiment, que je co-préside avec mon ami Jean-Charles Boucher, qui représente la compagnie, et puisque depuis 1 an ou 2, je crois 2 ans, les prédécesseurs, les présidents de l'époque, avaient été convenus d'associer tout ce qui était autour des normes comptables. Et toi-même et Joseph Zorliotti avaient fait le 13 mai dernier, ce sera visible dans quelques temps, dans quelques jours, sur le site internet de l'Ordre et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, une déclaration qui venait appuyer la démarche qu'avec Jean-Charles, nous avons sous votre impulsion mis en place, qui consiste à faire que les institutions soient plus présentes sur le terrain de la doctrine, réfléchir, et plus de moyens pour s'exprimer. Tu veux peut-être en dire un petit mot? Absolument, pour moi c'est important, parce que s'exprimer, ça veut dire donc qu'en aval, il y a des réflexions, et des réflexions, je dirais, les plus larges possibles de toute la profession. Et comme je l'ai dit au début, la matière comptable est partagée entre le Conseil supérieur et la Compagnie nationale pour ce qui est des professionnels libéraux. Et donc il est important qu'on mette ensemble ces moyens pour justement établir cette doctrine, qui après peut être exprimé en effet par la voix de ses présidents. Donc ça aussi, je pense que c'est extrêmement important. Et dans ce cas-là, pour éviter tout propos qui ne serait pas très bien compris, évidemment, nous incluons aussi, puisque le DMF, c'est-à-dire le département des marchés financiers, qui évidemment
dont la matière première comptable, les IFRS, comme on sait, et sur lequel il y a donc un comité comptable où il y a un certain nombre de personnes extrêmement pointues sur le sujet et qui sont évidemment des acteurs aussi participant à cette doctrine et aux évolutions de ces doctrines. C'est clair. Merci beaucoup, Yves. Merci, Président. Merci, William.